Connaissez-vous les maladies trophoblastiques gestationnelles? Non? Eh bien nous non plus, jusqu'à ce que cela nous arrive. Après la jolie surprise du test de grossesse positif, on s'attend à vivre au bout de 9 mois le plus merveilleux événement de notre vie. Pour certains couples, cette heureuse nouvelle laisse rapidement place au choc et à l'incompréhension. Le plus souvent, c'est lors d'une échographie que le verdict tombe. Absence d'embryon ou embryon sans activité cardiaque, ainsi qu'un placenta à l'aspect anormal. Il ne s'agit pas d'une grossesse évolutive, mais d'une grossesse molaire. Les couples concernés se retrouvent alors ensevelis sous une montagne de questions, de doutes et d'angoisse. À tout cela s'ajoute un grand sentiment d'injustice et de solitude face à la rareté de ces maladies. Aujourd'hui, les patientes peuvent compter sur le centre de référence des maladies trophoblastiques de Lyon pour les renseigner et les soutenir tout au long de leur parcours vers la guérison. Ce centre a été créé à Lyon en 1999 et il fonctionne selon un principe simple. Chaque médecin qui diagnostique une maladie trophoblastique peut déclarer sa patiente au centre de référence et le centre va l'aider tout au long de la prise en charge de sa patiente. Comment on va aider le médecin qui a fait ce diagnostic? Eh bien, tout d'abord en organisant la confirmation du diagnostic. Lorsque un médecin a réalisé par exemple un curetage pour une grossesse arrêtée ou une molydatiforme, le produit de curetage qui a été analysé dans un laboratoire d'anatomopathologie va être transféré à Lyon pour une relecture par un médecin anatomopathologiste expert qui va confirmer ou infirmer le diagnostic de maladie trophoblastique. Lorsque ce diagnostic a été confirmé, le médecin va enregistrer la patiente au centre des maladies trophoblastiques. Cet enregistrement va lui permettre d'avoir une aide de la part des médecins experts et nous allons lui indiquer s'il est nécessaire de réaliser d'autres traitements ou d'autres examens radiologiques pour la prise en charge de la patiente. Et le deuxième point, c'est que chaque semaine, la patiente va faire une prise de sang au laboratoire pour contrôler le taux d'hormone HCG. Eh bien, ces résultats vont être récupérés par le Centre français de référence afin de générer une courbe de décroissance de l'HCG qui va être transmise au médecin qui prend en charge la patiente afin de lui indiquer si l'évolution est favorable ou défavorable. La mission prioritaire de notre centre de référence, c'est d'aider à la prise en charge des maladies trophoblastiques, aider les patientes, aider les médecins qui sont en charge de ces patientes. La seconde mission de notre centre, c'est de développer la recherche sur les maladies trophoblastiques qui sont des maladies rares. Et pour cela, nous développons deux axes de recherche. Le premier axe, c'est une meilleure compréhension du comportement des maladies trophoblastiques. Quelle est l'efficacité des médicaments? Quelles sont les performances diagnostiques des examens qu'on utilise à ce jour? Et le deuxième axe, c'est de développer de nouveaux moyens diagnostiques, de nouveaux tests pour prédire l'efficacité des traitements, prédire la survenue des tumeurs et développer également de nouvelles thérapeutiques, c'est-à-dire évaluer des médicaments que l'on espère encore plus efficaces pour traiter les maladies, notamment les tumeurs qui résistent à la chimiothérapie. Parmi les maladies trophoblastiques, on distingue les maladies bénignes, qu'on appelle les molydatiformes, des maladies malignes, qu'on appelle les tumeurs trophoblastiques. Lorsqu'on fait un diagnostic de molydatiforme, il y a deux types de molydatiformes, les moles complètes et les moles partielles. Les moles complètes correspondent à une anomalie génétique dans laquelle il n'y a pas de fœtus ou d'embryon qui se développe, seul le placenta se développe. Alors que dans les moles partiels, on peut voir un embryon se développer, mais il est non viable, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas se développer à terme. Lorsqu'on a une grossesse molaire, le seul traitement, c'est d'interrompre la grossesse par une aspiration curetage. Ceci permet d'évacuer le contenu de l'utérus. Lorsque le contenu de l'utérus a été évacué, il est recommandé de surveiller le taux d'hormones de grossesse, HCG, chaque semaine dans le sang
jusqu'à ce que ce taux soit normalisé, c'est-à-dire qu'il ait atteint la limite de détection du laboratoire. Pourquoi on réalise ce dosage de surveillance ? Bien, parce que 15% des patientes avec une mole complète vont développer ce qu'on appelle une maladie persistante. Ça s'appelle aussi une tumeur trophoblastique post-molaire, c'est-à-dire que la maladie va rester dans l'utérus, se développer dans l'utérus, voire se développer à distance avec des métastases. Ce cas de figure intervient beaucoup plus rarement après une mole partielle. Seulement 1% des moles partielles se développent en tumeur trophoblastique post-molaire. Comment on diagnostique cette tumeur trophoblastique post-molaire ? Eh bien, via le dosage de l'HCG. Ce dosage de l'HCG, normalement, il doit descendre, décroître toutes les semaines un petit peu plus pour arriver à 0. Chez certaines patientes, et c'est dans cette situation qu'on va diagnostiquer la tumeur trophoblastique post-molaire, l'HCG va stagner ou réaugmenter sur plusieurs dosages. Et dans cette situation, on sait qu'on va devoir initier un traitement de la tumeur trophoblastique post-molaire. Ces tumeurs trophoblastiques post-molaires, elles ont un pronostic qui est excellent, environ 99,7% de survie. Ceci signifie que même si on est obligé de commencer des traitements plus lourds, comme la chimiothérapie par exemple, on sait qu'on va guérir de cette maladie. Parmi les tumeurs trophoblastiques, l'immense majorité sont des tumeurs trophoblastiques qui se développent à partir d'une mole datiforme. Mais il existe d'autres tumeurs trophoblastiques qui ne se développent pas à partir d'une mole datiforme, mais à partir d'une grossesse autre, c'est-à-dire d'un accouchement, par exemple un accouchement à terme, une naissance par voie basse, une césarienne, ou bien parfois une fausse couche ou une interruption de grossesse, ou plus rarement une grossesse extra-utérine. Ces tumeurs trophoblastiques qui ne dérivent pas des moles idatiformes ont un comportement un petit peu différent et vont avoir un traitement un peu différent. Leur comportement est différent puisqu'il y a une facilité de ces tumeurs à développer des métastases et une résistance à la chimiothérapie qui impose un traitement plus lourd, c'est-à-dire généralement soit une polychimiothérapie, c'est-à-dire qu'on utilise plusieurs molécules de chimiothérapie, soit une chimiothérapie plus une chirurgie. Pour comprendre cela, il faut distinguer plusieurs types de tumeurs trophoblastiques qui ne sont pas dérivées des moles datiformes. Dans ces tumeurs trophoblastiques, on distingue la plus fréquente, le choriocarcinome, d'autres tumeurs plus rares qu'on appelle les tumeurs trophoblastiques du site d'implantation placentaire ou les tumeurs trophoblastiques épithélioïdes. Le choriocarcinome est une tumeur qui va générer beaucoup de métastases avec un HCG assez élevé et qui va généralement être sensible à la polychimiothérapie, ce qui veut dire qu'on a de bonnes chances de guérir grâce à la polychimiothérapie. En revanche, les tumeurs trophoblastiques du site d'implantation placentaire et tumeurs trophoblastiques épithélioïdes, qui sont beaucoup plus rares, sont très peu sensibles à la chimiothérapie, elles donnent peu de métastases, ce qui signifie que pour les guérir, généralement, on a besoin d'opérer, de retirer la tumeur, qui le plus souvent se trouve dans l'utérus, mais qui parfois peut se trouver également à l'extérieur de l'utérus. Grâce à la recherche, au développement des connaissances et aux avancées médicales, ces maladies sont aujourd'hui surveillées de près et le taux de guérison avoisine les 100%. Après une surveillance ou un traitement adapté, il est de nouveau possible d'envisager une nouvelle grossesse. Pour la grande majorité des patientes, les maladies trophoblastiques n'ont aucun retentissement sur la capacité à avoir des enfants par la suite. Pour faire connaître et reconnaître ces maladies, sensibilisons autour de nous et soutenons la recherche. Tous ensemble!